Le chevalier du guet ou les pérégrinations d'un garçon en fille. Chapitre 26. Le Farfadet et le Galice. Après l'éclair qu'il avait abasourdi et projeté sur le sol, Gérard était resté un moment prostré, assis devant la porte, portant la main à son nez. Il avait senti quelque chose de collant et s'en était barbouillé la figure en voulant s'essuyer. Il s'était relevé à quatre pattes et avait rejoint la guimbarde sur le chemin, avec l'intention de s'y reposer. Il avait tiré sur les portes arrière, l'une après l'autre, même celle du coffre. Il n'aurait pas eu l'outrecuidance de penser s'asseoir sur le siège avant. Mais elles étaient fermées toutes les trois. Il s'était assis un moment sur une souche d'arbre, et, les esprits lui revenant, il s'était dit que la meilleure des choses à faire était de rentrer à la ferme et de se coucher. Il allait se mettre en route quand il vit des phares jaunes, peu puissants, sautiller en rase-motte sur la route en terre. Il eut le réflexe de se cacher dans un fourré où il se tint accroupi. Il vit la petite voiture orange qui se garait derrière l'autre voiture rouge sans bœuf. Deux hommes en sortirent, et il entendit une voix grave qui disait « Attends ». Il y avait apparemment une troisième personne dans la voiture. Le pommier continuait de pleurnicher. Gérard ne broncha pas et vit les deux autres qui s'approchaient de la cuisine. Il les vit s'activer et dresser l'échelle contre le mur. Il la connaissait, cette échelle. C'était celle de la ferme qu'il avait lui-même transportée jusqu'ici avec le patron. Un moment plus tard, une demi-heure peut-être, une portière arrière du véhicule orange s'était ouverte toute seule, comme par un esprit de nuit. Un farfadet. Elle s'était ensuite refermée de la même façon, doucement, sans enclencher la serrure. Gérard était encore quelque peu étourdi du coup reçu dans le nez quelques heures plus tôt, et c'est comme dans un rêve qu'il vit une espèce de luciole, une fée, un lutin en jupe, qui prenait sa douche sous la pluie de pétales de l'arbre à côté de la voiture rouillée qui s'était transformée en champignon amanite tumouche. L'apparition dansait sans toucher le sol. Gérard se souvint d'histoires entendues à l'orphelinat lors de veilles de dortoir en l'absence du surveillant. Il y avait, disait-on, dans le coin des marais, aux anciennes carrières inondées, des phénomènes étranges la nuit. Le couple du tertre, chez qui on l'avait placé à l'âge de 12 ans, et chez qui il était resté après ses 18 ans, le lui avait confirmé. Et il y était allé quelquefois jusque-là, mais seulement le jour. Il avait vu comme des murailles blanches, des murs de forteresse, dans lesquels étaient emprisonnés des géants attachés à des chaînes. On entendait le bruit des fers traînés sur le sol par grand vent. De l'eau suintée des parois et humidifiait à leurs pieds une étendue spongieuse qui bouillonnait ici et là, sporadiquement, en faisant des blubs qui sentaient. On entendait des bruits de succion qui laissaient à penser que quelque chose qui respirait vivait là-dessous. Il arrivait d'ailleurs parfois que les cuvettes se vident d'un coup,
comme d'un lavabo de salle de bain. On distinguait alors des êtres éphémères se glissant dans des interstices connus de seuls, des visages tristes, souvent en pleurs, émergeaient quelques instants et puis disparaissaient comme des aquarelles saturées. Et puis l'eau remontait, on ne sait comment, et le miroir vert se rendormait en songeant, soucieux et traçant quelques rides sur sa surface. Les parois même dissimulaient des passages obscurs dans leur fondation, mais elles n'étaient visibles qu'à la fin d'un été sec. C'était de ces passages que sortaient les fées pour tracer leur cercle sur le plateau de craie. Gérard pensa que le farfadet ou l'esprit follet qui dansait sous le pommier en venait. La preuve, les animaux s'en approchaient. Un lapin, un vrai, marron et de grande taille, de celle d'un jeune kangourou, peut-être attiré par les sautillements, s'était présenté et avait exécuté quelques pas de gaillarde avec lui. Cela fit un bruit de tam-tam. Il s'était ensuite éloigné sur le chemin de la malsance, comme pour l'inviter, et l'autre, donc le fadet, le suivit joyeusement avec un rire de clochette. Gérard en fit autant, mais d'assez loin, car il avait eu peur de les effrayer et qu'ils disparaissent. Gérard distinguait parfois, sous la demi-lune, l'ombre du grand lapin, qui faisait des pauses, se tenant immobile comme un sphinx, les oreilles dressées, comme pour attendre son compagnon. Et puis subitement, il obliqua à hauteur du sentier blanc. On l'appelait comme ça, à cause de la craie grasse qui le striait, trace laissée jadis par le passage des charrettes qui transportaient les blocs de marbre découpés. Le fadet y disparut aussi, et Gérard courut alors pour les rattraper. Il connaissait le sentier. Il descendait doucement jusqu'au pied des falaises blanches, où s'étendaient les eaux glauques, dans lesquelles on le voyait s'enfoncer vers une demeure inconnue. On racontait que des promeneurs, l'ayant contemplé trop longtemps, en avaient été étourdis et, leur esprit se confondant avec le marais, s'étaient engagés sur le sentier et l'avaient suivi jusque dans ses profondeurs. La terre de craie devenait aux abords de plus en plus molle et collante. Gérard y avait une fois trouvé le corps d'une biche resté collé dedans, l'arrière enseveli et le poitrail dehors. La tête sans yeux pendait sur le côté. On ne s'y aventurait jamais la nuit, et c'est avec précaution que Gérard s'y engagea en posant les pieds bien à plat. Les buissons murmuraient doucement en remuant des branches blanchies de poudre de craie déposées par le vent un jour de temps sec et collées dessus par la pluie du jour suivant. Certains bosquets ressemblaient à des toiles d'araignées géantes. Marie s'était arrêtée à quelques mètres de là. Elle avait perdu le lapin, et, levant la tête, vit une ombre large qui passait en planant sans bruit. On entendait des gargouillis moqueurs, à droite et puis à gauche, des bruits de branches cassées, des ricanements étouffés et des chuchotements. « Qu'est-ce qu'elle fait là, cette petite fille? Tu crois que ça se mange ?» Marie se dit qu'il était temps de retourner à la voiture et tourna la taille, sans pouvoir décoller les pieds. Elle tirait sur les genoux et ça faisait des slurps et des pshhh.
comme quand on boit le fond d'un verre de limonade. Elle remua un peu plus en faisant des « ah » et s'enfonça jusqu'à m'immoler. Elle se mit à pleurer. Elle leva les yeux au ciel et revit l'ombre planante et silencieuse. La moitié de lune disparut une seconde et dispersa de nouveau son faible halo sur la surface verdâtre des marais, sur laquelle glissaient des mollusques boudineux. Elle voulut s'aider des mains en s'appuyant sur la croûte plâtreuse qui l'entourait, mais elles s'enfoncèrent et y restèrent encastrées. En tournant la tête, elle eut le temps de distinguer sur la berge des formes grises et poilues, se dressant sur les pattes arrière pour l'observer de leurs petits yeux rouges comme des lueurs de cigarettes et agitant de leurs croupions des lassos qui se tortillaient comme des lombrics. Elle cria, et les falaises de craie lui renvoyèrent sa voix plusieurs fois. Elle tordit le buste et s'enfonça encore un peu. L'ombre planante balaya de nouveau les eaux dormantes, éclipsa de nouveau la planète, et une masse grise s'abattit d'un coup, mais sans bruit, sur la berge, et reprit son envol, emportant avec elle deux de ses incandescences rougeoyantes, et disparut dans les branches d'un fourré. Marie se sentit alors, à son tour, saisie aux côtes, comme par des serres puissantes, et soulevée dans les airs. Ses pieds sortirent de la vase avec un bruit de tire-bouchon, et y laissèrent les chaussures. Des grumeaux visqueux lui collaient au corps. Elle hurla et gesticula. « N'aie pas peur, Mirabelle. » Gérard avait pensé que Mirabelle était un joli nom pour une fadette de ce genre. « N'aie pas peur, Mirabelle. Je vais te ramener à ton arbre. » La voix était calme, et les bras ne la serraient pas trop fort. Le visage semblait noir, mais les yeux scintillaient. Elle sut alors que c'était tout simplement un gardien de mésange qui faisait sa ronde. Gérard lui fit faire le tour de son corps et la mit sur son dos. « Mets tes bras autour de mon cou pour ne pas tomber. » Marie posa une joue sur le dos du maître des mésanges pour écouter son cœur battre. Ils regagnèrent le chemin du bois Madeleine, et Marie demanda à être prise sur les épaules pour mieux voir. Et Gérard s'exécuta. Arrivant de Montauban, la petite voiture blanche et carrée de Marc progressait à vitesse modérée. Il s'en était sorti facilement, sans GPS. Il s'en servait peu d'ailleurs dans le privé. Pour lui, le GPS, c'était comme les armes, uniquement en service. Les phares de sa voiture n'éclairaient pas plus loin qu'une 50aine de mètres. Mais il y avait un peu de lune, et le ciel était clair. Il aperçut à distance, progressant en boitant sur le bas-côté, une forme étrange, plutôt grande. En arrivant à sa hauteur, il vit un homme aux habits de campagne, un peu sale, et au visage barbouillé, et comme marqué de croûte, qui portait un petit enfant sur les épaules. L'enfant chantait. Marc s'arrêta. « Vous allez loin comme ça ?»« Oui, on va jusqu'à la maison avec l'arbre qui pleure, et on va ramener Pierre à la maison. » La voix était familière à Marc. Il descendit de voiture, et les bras lui en tombèrent. L'homme qui portait l'enfant le regardait en souriant, un peu niaisement, mais pas comme un fou. Il observa l'enfant, la bouche grande ouverte, et celui-ci répéta tranquillement « Papa, on va chercher Pierre. »
Accourus à la voiture, Jacques et Rachid avaient ouvert les portes et constaté l'absence de Marie. Ils se regardaient sans un mot. Rachid secoua les portes de la vieille guimbarde roussie tachetée de pétales du pommier et se cassa un ongle. Les mains de Jacques tremblaient. On entendit un bruit de moteur, et les faibles lumières de la voiture de Marc éclairèrent le pommier. Le pare-choc vint cogner un peu sur l'arrière de la voiture à Rachid. Marc descendit en laissant le moteur tourner et les phares allumés. Il ouvrit la porte de derrière. « C'est de cet arbre dont tu parles, Marie ?» Elle descendit de la voiture et courut à pieds nus vers Jacques, dont les cheveux semblaient avoir roussi. De la fumée s'en échappait. Ses genoux s'entrechoquaient comme des boules de billard. « Marie, tu étais où ?» Qu'est-ce qui se passe ici si tard, compagnon de la Marjolaine? Qu'est-ce qui se passe ici si tard, gai, gai, je suis le gai. Celle de